Dans cet épisode, nous allons parler d'anxiété à travers l'histoire de Magali. J'étais confortable dans le fait d'avoir personne autour de moi finalement parce que ça m'enlevait un stress. Magali qui a vécu des épisodes d'anxiété chronique qui l'ont menée à la dépression. Je voulais plus vivre à mes amitiés un peu parce que je me disais c'était trop lourd à porter. On va voir que pour elle, il n'y avait pas vraiment d'élément déclencheur. L'anxiété était là, en elle, comme un trait de caractère. J'avais peur d'être seule, j'avais peur de le perdre. Et j'avais peur aussi qu'il ne m'aime plus. Tu vois. Et que le fait qu'il ait besoin de sortir, en fait, tu vois, qu'il ait besoin de sortir, c'était qu'il avait besoin d'une pause de moi. Et je me suis dit, mais s'il commence comme ça... T'avais vraiment l'impression d'être chiante, d'être too much. On va voir comment elle s'en est sortie, comment ses proches l'ont aidée. Tu vois la scène où, dans Harry Potter, où ils arrivent, ils ont tous les araignées là, comme ça. C'est exactement ça l'anxiété. En fait, ça te vient comme ça, t'as l'impression que tu te fais envahir et tu ne peux juste plus faire autrement. J'espère que cet épisode va vous plaire. Merci de nous soutenir et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Salut Magali. Salut Yana. Bienvenue dans Mindful Moment. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée, très gentil. Pour qu'on parle aujourd'hui d'anxiété, de crise d'anxiété qui dure un peu. Et tu viens parler de ton expérience. Exactement. Donc ça va être vraiment intéressant d'avoir toi, ton point de vue sur la chose. C'est une anxiété qui est devenue un peu une dépression. Et donc voilà, je suis ravie que tu viennes pour en parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc commençons par le début. Alors comment en fait, je te dirais pas qu'est-ce qui a causé, mais comment ça a commencé? Parce qu'au début, tu savais pas que c'était ça qui avait causé, tu vois. Ouais, en fait, je suis rentrée il y a 1 an de cela. Il y a tout qui se mettait un peu en place dans ma vie. Je venais de rencontrer mon copain, je venais de fêter mes 29 ans. Tout se passait plus ou moins bien, mais j'étais quand même dans un rythme tellement effréné et je voulais tout faire. Je voulais être la meilleure au travail, je voulais être la meilleure pour mon copain, je voulais être la meilleure créatrice de contenu parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire plein de choses. Et en fait, je me suis rendue... Ce qui a créé un peu un moment de déséquilibre, c'est que je voyais que mes efforts n'avaient pas forcément de résultats. Et ça a commencé... En fait, tu t'essayais de faire tout en même temps. Ouais. Et du coup, tu n'arrivais à rien faire. Ouais. Et puis, je faisais les choses tellement maladroitement parce que j'étais anxieuse déjà de base, mais c'était tellement caché. Ok, donc tu as toujours, toi, été anxieuse. Ouais, finalement, je me rends compte que j'ai toujours plus ou moins... Et j'ai adapté un comportement fuyant. Donc, vraiment un comportement de « Ok, pas grave, c'est bon, j'accepte » ou je te vire déjà de ma vie parce que... parce que tu me... Ouais, voilà, parce que tu me fous trop les boules. Tu vois. La pression. Même, exact. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu arrives dans un moment où tu as l'impression que tout va super bien, mais tu as quand même peur de tout. C'est qu'en fait, la peur va venir en fait gâcher tout le bien qu'il y a dans ta vie, en fait. C'est ça. Et au début, on ne comprend pas que c'est l'anxiété. On ne comprend pas, on est juste en train... La faute est sur les autres, en fait. C'est que finalement, c'est le problème, c'est les autres. Si tu me parles comme ça, c'est parce que si. Mais en fait, je me rends compte que je me suis fait envahir par mon anxiété, que mon comportement, tu vois, il différait de ce que je voulais. Toute relation avec les autres provoquait en fait chez toi une crise d'anxiété. Ouais. Toute interaction, je veux dire, avec les autres. C'était pas une crise d'anxiété comme on peut l'imaginer, dans le sens où on a le cœur qui palpite, les maux de ventre, Non, c'est pas ça. C'était plus vraiment, là, à ce moment-là, j'étais dans la suradaptation. Et vraiment, ok, donc j'analysais tout, mais dans les détails. C'est-à-dire que, comme quelqu'un, tu vois, qui va regarder une feuille, il va voir 2-3 points. Moi, je vais voir toutes les lignes, tout le truc. Et après, je vais faire une analyse dessus, basée sur juste mon interprétation de la situation. Et agir en fonction pour éviter de vivre un moment que je ne veux pas vivre. Et en fait, ça fait que tu n'es jamais vraiment vrai. Ça fait que tu suranalyses, tu surinterprètes des choses au lieu d'aller clairement demander. Et tu te retrouves dans des situations où finalement, c'est plus simple de voir personne. C'est plus simple de pas avoir de gens proches ou de pas... Parce que tu te dis non, ça va me mettre dans des situations trop compliquées, j'ai pas envie de me remettre dans toute cette analyse. Parce que... Ok, donc revenons au départ. Donc, tout va bien dans ta vie, mais tu as ces crises d'anxiété que tu viens de décrire. Qu'est-ce qui est un peu genre le cataclysme? La fin de l'année.
Je travaillais comme comptable dans une grosse entreprise multinationale. À l'époque, je travaillais sur une région qui était l'Europe de l'Ouest, donc qui correspondait à 11 pays. Et la fin d'année, c'est l'année de clôture. Et je travaillais pour une société qui était basée aux États-Unis. Et donc, du coup, des heures et des heures et des heures. Ce qui a impacté mon couple, ce qui a impacté mon moral, ma fatigue est devenue juste... et je ne pouvais plus faire Et tu étais donc de plus en plus anxieuse. Ouais, de plus en plus anxieuse. Et j'ai arrêté de manger. Ça, je pense que c'est... j'ai pas arrêté de manger, mais disons que j'ai eu le démarrage de ma perte d'appétit. Et chaque fois qu'il y avait une situation un peu stressante où je commençais à suranalyser ou à me suradapter, j'avais plus d'appétit. Et je pense que c'est là, quand les gens commençaient à me dire « Mais tu fais quoi? T'as repris le sport? C'est quoi ton régime? C'est quoi ton régime? Oh, j'aimerais tellement avoir ton corps. Oh, mais t'as tellement... » Et puis, en fait, t'aimerais répondre genre, en fait, c'est la dépression, mais... Non, désolée. C'est pas marrant, mais dans le sens où genre, t'aimerais bien répondre ça, puis du coup, tu réponds « Non, mais en fait, j'ai un peu diminué. » Ouais, je coupe un peu mes repas et tout. Alors qu'en fait, t'as plus du tout d'appétit, t'es dans le mal, t'es en dep, quoi. Ouais, complètement. Mais sauf que je l'acceptais pas, j'étais encore dans un déni de dingue, et pour l'instant, j'étais juste stressée par rapport à mon taf, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, tu vois, à l'inverse, quand je suis en dépression, quand je suis triste, je fais que manger. Ouais. Genre, moi, il y a 5 ans, j'étais toute mince. Enfin, j'étais pas toute mince, mais j'étais beaucoup plus mince que je le suis maintenant. Et genre, j'ai eu une période aussi difficile, tu vois. Et j'ai fait que grossir, quoi. Et à un moment, genre, j'arrivais plus à perdre mon poids. Ouais, il y a une sorte de compensation des fois qui se crée. Moi, chez moi, c'est plus genre, je m'interdis de vivre un peu, tu vois. Ouais, donc du coup, d'où la perte de poids. Ouais. D'où toi, t'arrêtes complètement de manger. Moi, c'est plus genre, quand je suis stressée, j'ai besoin de... J'ai le stress eating. Ouais, complètement. Donc, genre, je mange, genre pour... Par contre, quand je suis... sentiments, comme on dit. Ouais, exactement. Par contre, moi, quand je suis très heureuse, c'est là que je mange la vie, en fait, à ce moment-là, tu vois. Chacun son expression. Chacun son délire. Mais moi, c'est dans ce sens-là. Quand je prends du poids, c'est que vraiment, ça se passe bien. Et c'est vrai qu'au départ, je voulais encore pas avoir l'anxiété. Donc, je cherchais une autre... tu sais, je suis rentrée un peu dans ce système un peu d'hypocondriaque où tu essayes de chercher une maladie. Et Tu pensais que tu étais malade? Je pensais que j'étais malade et que je démarrais comment on appelle ça, un trouble alimentaire. Et puis finalement, non, il n'y a aucune raison d'un trouble alimentaire. Tu n'as jamais eu de trouble alimentaire dans ta vie? Non. J'ai toujours beaucoup aimé manger. Même à l'époque, quand j'étais plus jeune, 15-16 ans, quand on s'est rencontrés, j'étais déjà très fine et tout, mais je mangeais. Mais tu mangeais, ouais. Tu as toujours mangé, ouais. Donc ça n'a jamais été vraiment un problème. C'est juste que voilà, j'ai un corps qui mincit très vite et voilà. Ouais. Donc tu n'as jamais eu de trouble d'alimentation? Non, j'ai toujours eu un bon appétit. Vraiment, ça a été... Après, je pense que j'ai eu une première expérience comme ça du même style. Quand je suis partie, j'ai fait un voyage à l'étranger de 6 mois. Je suis partie à Toronto et ensuite à Los Angeles. Et quand je suis revenue, ma mère m'avait dit, mais t'es bien une des seules filles qui part aux États-Unis et qui perd du poids, quoi. Ouais. C'est parce que j'étais tellement loin de mes potes à une période où, tu vois, et genre, j'étais pas bien. Ok, donc en fait, t'as toujours eu ce comportement de maigrir quand t'étais en stress, pas bien, triste, etc. Sauf que là, ça a pris un autre tournant que j'arrivais pas à contrer parce que, en fait, c'est... à chaque moment qu'il y a une petite difficulté, du coup tu commences à stresser, tu manges pas. Et quand tu manges, très rapidement, tu es rassasié en fait. Donc je pouvais même pas finir mes assiettes. C'était vraiment devenu compliqué. Mais tu vois, c'est bizarre parce que on dit que l'anxiété, donc c'est la peur en fait d'un danger qui va arriver. Tu me dis que ça allait bien dans ta vie. Je veux dire, tu venais de rencontrer ton copain, ton taf, t'aimais bien. Voilà, enfin, t'avais ton appart, ton chat, etc. Ouais. Tout allait bien, mais pourquoi t'avais peur qu'il y ait un danger? C'est un peu le stress de ne pas être assez bien. Je pense qu'il y a un moment donné, le regard des autres est devenu trop important. Pas sur le plan physique, mais plus sur le plan personnalité. J'avais peur, je ne sais pas comment dire. Je pense que j'avais tellement envie de donner ce que je pense être.
Ok. Et en fait, il y avait un décalage un peu. Je sais pas si c'est très clair. Et comment tu avais l'impression que les gens ils te percevaient? C'est ça. Et comment toi, tu avais envie d'être perçue? En fait, j'avais envie d'être perçue. Au travail, j'avais envie d'être perçue comme quelqu'un qui était sympa, qui bossait, qui se donnait, qui était prête à apprendre s'il fallait faire quelque chose. Et j'avais vraiment envie qu'on se dise aussi, elle peut prendre des responsabilités et on peut lui faire confiance. Donc j'essayais vraiment de rendre mon travail bien, etc. Et de dire, j'ai aucune limite à ce que vous pouvez me donner. Et tu n'avais pas l'impression qu'ils te voyaient comme ça? Malheureusement, dans les résultats, comment tu le regardes, c'est on va donner plus, on va te faire peut-être une promotion, tu vois, on va dire la vérité, on travaille pour l'argent quand même un peu. Si en soi ils me l'ont donné, c'est ça qui est horrible, c'est que... Ah, ils t'ont donné la promotion? Ouais, en fin 2023, décembre 2023, j'ai eu une promotion pour un poste en tant qu'analyste financière qui était quelque chose que, analyste, en tant que personne qui analyse constamment, tu vois, c'était juste parfait. Donc j'étais super contente, mais j'ai eu la deuxième pression du... Ok, maintenant, je dois vraiment me prouver. Ouais, tu vois. Ok. Donc au final, tu as eu ce que tu voulais, mais c'était pas... Non, c'était pas assez. J'ai pas célébré. J'étais là, ok, next step, on y va. En fait, c'est ça aussi un des problèmes, c'est que j'arrive jamais à me poser et à me rendre compte que, c'est bien ce qui se passe là. Bravo, tu as fait ce job. Tu n'arrives pas à des fois mettre pause en fait à ton cerveau pour arrête de... Non, il s'arrête. Tu vois, il est toujours sur le next thing, Ouais, constamment. Ok. Donc du coup, tu t'arrêtes jamais, tu es constamment stressée. Et avec tes amis, tu avais l'impression aussi qu'il y avait un jugement et que tu n'arrivais pas à leur montrer ce que tu voulais leur montrer? Je pense qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose. En vrai, je pense qu'ils remarquaient qu'il y avait quelque chose. Malheureusement, ce n'était pas pointé sur le bon truc. Souvent, quand tu te lances dans une relation, on pointe le nouveau gars, tu vois. Et je me suis sentie un peu seule parce que personne n'est vraiment allé chercher, est venu me chercher pour me demander réellement ce qui se passait. Et moi non plus, mais j'avais pas ce besoin-là de partager ça parce que déjà j'étais dans un déni, je voyais pas. Et t'es pas quelqu'un qui partage de base. T'es quelqu'un d'assez renfermé, surtout quand ça va pas. Ouais. Donc ça, c'est aussi une mauvaise habitude j'ai grandi là-dedans, donc on parle pas des problèmes, on essaie de les résoudre. Quand on les a résolus, ok, alors si jamais il s'est passé ça, et je pense que mes potes ont eu un peu de peine avec ça, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, et je pense que c'est quelque chose qui a été dur pour elles et pour eux aussi. Et le comportement ou la réaction chez eux, c'était de... écoute, si elle ne veut pas nous parler, c'est qu'on n'est pas vraiment ses amis, et bien voilà, elle essaie de son côté. Et j'ai un peu accepté, et ça m'allait bien. J'étais confortable dans le fait d'avoir personne autour de moi finalement, parce que ça m'enlevait un stress. Donc au départ, c'est l'anxiété au travail, genre vraiment, c'est la source, j'ai l'impression, tu vois. Du coup, plus le jugement de tes amis sur ton gars, ils acceptaient pas, genre ton nouveau gars, elles aimaient pas trop. Je pense que c'est très particulier quand tu as une amie qui passe par des phases où elle s'en fiche et tout ça, et que d'un seul coup elle est folle love et tout est parfait dans sa life, tu vois. Je pense que je devais dégager ce truc-là de maintenant elle est bien, tu vois ce truc un peu débile. Donc c'était pas tes amis alors, parce que s'il y a un jugement comme ça. Non, en soi, voilà, tu vois. Mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné, et c'était vraiment le truc de chaque fois que t'as un gars, t'es comme ci, t'es comme ça, puis en même temps je me dis mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, j'apprends à le connaître, je veux avoir des enfants un jour, tu vois. Enfin, je veux me marier aussi, tu vois. Donc c'est important pour moi de construire. Et c'est vrai que mon gars et moi on est très fusionnels. Et ça a été vraiment assez direct. Et du coup, je pense que c'est perturbant aussi de voir partir un peu une amie comme ça. Donc souvent, on a tendance à dire... Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu t'es renfermée? Enfin, c'est pas un peu de ta faute? Non, oui, complètement. C'était une zone de confort. J'avais plus à donner de nouvelles, j'avais plus à oui, donc ça faisait plaisir à ton anxiété. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était difficile pour toi de devoir expliquer à tes amis que t'as changé parce que t'as trouvé quelqu'un qui est bien pour toi, que tu vois, devoir leur expliquer tout ce changement en fait interne qui se passait. Toi, t'avais pas envie de leur expliquer parce que ça te provoquait de l'anxiété, rien que de devoir penser à comment tu vas leur expliquer, etc. Donc du coup, tu t'es renfermée, donc ça c'est un peu de ta faute, tu vois. Et elles aussi, elles se sont dit, mais si elle nous parle pas. Après, il y a l'aspect de je dois l'expliquer, et il y a le retour.
le retour me fait presque plus peur que finalement ce que j'ai à dire. Ok. Parce que selon ce que vivent les gens, dans leur propre vie, ils peuvent pas forcément. Parfois, ils n'ont pas la douceur peut-être de comprendre certaines choses, surtout quand tu es quelqu'un qui est très renfermé et que d'un seul coup, tu commences à sortir ce qui se passe dans ta vie. Et j'avais cette crainte-là, en fait, d'avoir plus mal après que ce que j'ai mal maintenant. Donc je me suis dit, moi, c'est terminé, tu vois. C'est un peu la même chose par rapport à la nourriture, quoi. Je voulais plus vivre mes amitiés un peu parce que je me disais que c'était trop lourd à porter. Ça devenait trop compliqué parce que j'étais tout le temps anxieuse, quoi. Il y a beaucoup aussi genre de pression en fait d'arriver vers la trentaine, j'ai l'impression. Tu vois, même moi je l'ai vécu. Hein. Quand tu arrives à 29 ans, il y a cette pression, surtout 29 ans, tu vois. Même quand tu arrives à 30 ans, genre t'as passé limite le plus horrible parce que c'est vraiment l'année des 29 ans qui est très difficile parce que 30 ans, c'est dans un an. Ouais, t'as 365 jours avant. 365 jours avant en fait d'avoir ta life figured out, tu vois. Avant d'avoir compris en fait qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, avec qui tu vas finir ta vie, limite avant de tomber enceinte. Je sais pas si tu vois. Parce qu'on se dit toutes quand on est petite, moi, je vais avoir mon enfant à 25 ans, moi, c'était ça mes âges. Hein. Moi, j'avais raté mon programme déjà. C'est ça, moi aussi, j'avais raté. J'étais grave en retard, tu vois. Je vais avoir mon enfant à 25 ans, je vais avoir le travail de mes rêves à 23-24. Tu vois, limite, je vais acheter une maison à 29 ans. Donc, justement, à 29 ans, tu te dis, mais j'ai rien fait. Tu vois. Enfin, pour toutes celles qui, comme nous, sont des later bloomers, tu vois, bah, j'ai rien fait. Non, c'est ça. Et j'ai ajouté ça avec le parcours de ma mère. Dans le sens, en tant que fille aînée, je me devais aussi de suivre, sachant que ma mère, elle est arrivée en Suisse par son parcours. Elle m'a eu à 22 ans. Elle était propriétaire, tu vois. Elle était propriétaire à 30 ans. Toi, t'es là. Bon, j'ai un travail. Je suis locataire, tu vois. Bon, j'ai mon permis de conduire, c'est déjà pas mal. Mais c'est ça, parce qu'en fait, notre génération aussi, elle est tellement différente de celle de nos parents. Comme tu dis, moi aussi, ma mère, elle m'a eu à 22 ans. Ils avaient leur maison beaucoup plus tôt que nous. Ils étaient mariés, enfin, tu vois. Et nous... Ma mère était divorcée à 30 ans. Hein. Elle a divorcé de mon père à 30 ans, tu vois ce que je dis. Elle est trop bizarre. Sérieux ? Ouais. Donc, du coup, tu te dis, mais... Genre, pourquoi il y a un problème avec moi? Pourquoi moi, genre, je suis pas à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait? Et je connais beaucoup, moi, de mes proches qui ont mon âge, de mes amis, etc., qui sont pareils, hein, en mode, mais moi, mes parents, à mon âge, ils avaient fait tellement plus de choses. Après, je pense que la vie, elle était beaucoup plus facile à leur époque. Au niveau, en tout cas, de, par exemple, acheter une maison, rien que ça, tu vois. Je pense que c'était beaucoup moins cher, c'était beaucoup plus accessible. L'État accompagnait plus, tu vois, je veux dire, les prêts, ce genre de choses, tu vois, c'était beaucoup plus facile. En fait. C'était accessible. On voulait que tu achètes, en fait. On voulait que tu trucs. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment la merde, quoi. Ouais, là, tu te tues au travail pour pas grand-chose, finalement. Pour avoir assez pour payer ton loyer, et voilà. Pour vivre décemment. Et c'est vrai que c'est dur. Et... Ouais, le rôle modèle aussi, j'ai trop pris ça en fait sur moi, qui fait que tu arrives à 29 ans, t'as là, en fait, il te reste pas beaucoup de jours avant tes 30. Ça a eu son impact. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fêté mes 29 ans en étant super contente d'arriver à 30. Et j'ai toujours été contente de vieillir, tu vois. Mais je pense que j'ai quand même j'ai pas achevé ce que j'aurais voulu achever. Et je suis pas sûre d'avancer là où je veux avancer. Après, il y a aussi la peur qui m'a empêchée de vivre, de vivre des moments qui étaient différents du parcours que ma mère voyait chez moi. Tu vois, parce que forcément, nos parents qui ont immigré en Europe ou qui ont voulu qu'on ait la meilleure des vies, etc., quand tu leur dis que je fais des vidéos. Ah ouais, non, ça c'est... Ils comprennent pas. Hein. Ils comprennent pas forcément, ils sont là, mais pourquoi? Ils disent, mais ça paye... Combien tu gagnes? Oui, mais non, mais bientôt. En plus, le pire, c'est que quand tu leur dis non, mais bientôt, ça va rapporter. Non, mais bientôt, genre, tu vois. Eux, ils pensent qu'en fait, t'es fou, tu vois. C'est ça, mais du coup, moi, j'ai intégré. Et si toi, tu commences à intégrer ce genre de truc, t'oses plus. Et je suis arrivée à un stade où j'osais plus.
T'osais plus faire des vidéos. J'osais plus faire des vidéos, j'osais plus prendre des risques. Tu vois, vraiment prendre des risques et y aller et me dire c'est bon en fait, même si tu loupes, c'est pas grave. Non, non. Comme je t'avais raconté, j'ai fait 2 petites scènes de stand-up. Je les avais plus ou moins gérées. Il fallait faire une 3e. Je dis non, non, je veux pas de bide. Je veux pas de bide. Tu vois, alors que tu as toujours aimé le stand-up. Ouais. Tu as toujours voulu essayer de faire ça, tu vois. Et qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit mais Magali, tu serais tellement bien si tu faisais du stand-up, tu fais trop rire. Et l'autodérision aussi, qui fait que ça cache tout ça, tu vois. L'anxiété. Donc je saute. Du coup, tu prenais plein de trucs pour cacher en fait ton anxiété. Ouais. Et comment justement ça s'est passé avec ton copain? Tu lui cachais au début? J'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un de très clairvoyant. Okay. La chance et en même temps, c'est très dur d'être avec quelqu'un qui est très clairvoyant. Ouais. C'est la première fois. Quand justement tu es dans l'état dans lequel tu étais. Au bout d'un moment, il arrivait tellement plus à me parler, à me dire les choses ou à me faire comprendre qu'il n'avait qu'un moyen, c'était presque limite de me secouer, tu vois, par des mots qui étaient un peu durs à entendre pour me faire comprendre certaines choses. Et c'est vrai qu'on est passé... on n'a pas eu du tout l'histoire classique de « Oh, ton amoureux, tout est mignon, tu vois ce que je veux dire? Pendant une année, c'est le honeymoon phase et everything is good. » Non, vous avez eu une première année genre super dure. On a eu une honeymoon phase de 3 mois, je dirais. 3-4 mois, allez. Et après, on est rentré dans le dur. Après, je pense que c'est aussi parce que tu arrives à 29-30 ans, tu sais que la personne que tu rencontres avec qui tu veux t'investir, tu la veux pour ta vie, tu vois. Et très rapidement, nous, on est rentré là-dedans et je pense qu'il voulait me faire comprendre certaines choses pour mon bien. C'était pas pour lui. Oui, parce que lui, s'il se voyait faire ta vie avec toi, mais qu'en fait, toi, tu étais dans ta dépression, il a dû se dire, ouais, mais si je la sauve pas... Ou si elle se sauve pas ou que je la pousse pas à se sauver. Oui, quand je dis je la sauve pas, genre si je l'aide pas en fait à se rendre compte qu'elle est en train de tomber dans un gouffre, tu vois, ça va pas le faire. C'est ça. Et donc du coup, ça a été compliqué, mais je suis tellement contente en vrai parce que je pense que j'aurais jamais pu faire ce travail sans lui. Et comment il t'a aidé concrètement? Concrètement, je pense qu'au départ, c'était beaucoup de conversations. J'avais besoin de comprendre par les mots. Je pense que je suis quelqu'un... on n'a pas beaucoup expliqué. Tu vois, on m'a pas beaucoup expliqué, on m'a juste donné la conséquence. Et je pense qu'elle a compris très rapidement que j'avais vraiment besoin qu'on m'explique, que je revoie mon processus de pensée et comment j'en suis arrivée à me dire que la solution, c'était de m'isoler. Tu vois, concrètement, si je prends une situation où ça pouvait être tout bête, voilà, il sort avec ses potes un soir. Ça fait rien de bien méchant. Mais moi, j'ai constamment besoin de lui écrire et d'être comme ça. Et répondre vite. Et il fallait qu'il réponde vite et maintenant. Mais alors que lui, il est en train de passer sa soirée, sinon il ne peut pas profiter de sa soirée. Bah voilà. Et pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de plus d'indications alors que quand il est parti, il m'a expliqué qu'il allait voir tel pote, qu'il allait à telle soirée. Pourquoi j'ai besoin de ça, tu vois? Me rendre compte que c'est juste l'anxiété. En fait, tu avais peur d'être toute seule? J'avais peur d'être seule, j'avais peur de le perdre. Et j'avais peur aussi qu'il ne m'aime plus, tu vois. Et que le fait qu'il ait besoin de sortir, en fait, tu vois, qu'il ait besoin de sortir, c'était qu'il avait besoin d'une pause de moi. Et je me suis dit, mais s'il commence comme ça... Tu avais vraiment l'impression d'être chiante, d'être too much. Ouais, complètement. Mais en plus, c'est que je devenais encore plus too much. Bah oui. Du coup, je voulais éviter ça, mais c'était juste x10. Et j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a subi, qui a tenu, qui a... Mais ouais, hein, c'est fou. Franchement, t'as beaucoup de chance. Non, franchement, je peux rien dire. Hein. Ludo, trop de chance. Mais ça a été comme ça. Et au fur et à mesure que des situations se répètent, tu commences à changer ton adaptation et à accepter, à comprendre et à poser les questions directement. Parce que j'ai besoin d'être réconfortée sur ça, donc je vais te poser la question sur ça et pas essayer de dire « Ouais, est-ce que en fait c'est ouais, en fait, le truc à faire, c'est vraiment de lui demander genre, écoute, genre en ce moment ça va pas, genre je suis vraiment anxieuse quand tu sors, tu me manques un peu trop, genre est-ce que ça te dérangerait, tu vois, de m'envoyer un petit truc tu vois, genre vraiment toutes les heures à ta... Je sais que c'est chiant, tu vois, mais lui dire ça comme ça, peut-être que ça passerait mieux. C'est ce que j'ai fait, et au fur et à mesure, j'en ai plus eu besoin. Et clairement, après, lui, il aime bien sortir le vendredi soir, et finalement, le vendredi soir, c'est devenu sa soirée et ma soirée. Dans le sens où lui, il sort, il va boire ses verres, et maintenant, moi, c'est mon Netflix and chill, toute seule avec moi-même, tu vois, le vendredi soir. Mais pour en arriver là, il m'a fallu plusieurs mois, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'il a été extrêmement patient, et je pense que
si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui passe par des phases comme ça, il faut vraiment être patient parce qu'elle ne comprend pas. Elle est envahie par des pensées négatives parce qu'en fait, tu te fais... C'est comme si tu vois la scène où, dans Harry Potter où ils arrivent, ils ont tous les araignées là, comme ça. C'est exactement ça l'anxiété. En fait, ça te vient comme ça, tu as l'impression que tu te fais envahir et tu ne peux juste plus faire autrement. Donc, il faut être patient, il faut discuter, il faut consoler, laisser l'autre personne pleurer, crier. Ça, c'est quelque chose, il m'a laissé vivre toutes mes émotions, chose que j'avais jamais fait avant, tu vois, de vraiment m'exprimer en entier. Et ça m'a beaucoup aidé. Et après, l'autre phase, c'est quand tu arrives, peut-être qu'on va parler un peu plus après, mais quand je suis arrivée dans un truc beaucoup plus deep, dépression, il m'a aidé à reconstruire ma vie en faisant un programme journalier, en reprenant ok, ce matin tu te lèves à quelle heure, tu fais quoi, tu veux faire. Et ça, ouais, parce que la dépression, ce qui est horrible, justement, c'est que tu n'arrives même pas à te lever de ton lit. Ouais. Tu veux pas te laver, genre... t'es complètement dans le noir, quoi. Tu vois. Il n'y a rien qui te donne envie. Non. Et genre, même, tu peux aimer ton conjoint, genre, comme un fou. Genre, tu peux pas te lever. Genre, t'as pas envie de te faire belle pour lui. Non. C'est un effort, en fait, de se préparer. Tout ce que tu fais, c'est un effort. Et moi, c'est arrivé en plein été. La période où tu as normalement envie de enjoy au max. Raconte-nous ça, quand l'anxiété est devenue une dépression. Parce que l'anxiété, en fait, a duré trop longtemps, c'est ça. Et donc, quand l'anxiété dure comme ça, bah, ça se change, enfin, ça devient une dépression. Ouais, et en fait, je suis arrivée... Alors, je dirais que voilà, j'ai eu mon nouveau poste, j'ai commencé à travailler. Entre-temps, j'ai dû faire une passation de mon ancien emploi à la personne qui devait me remplacer. Ça a pris plus de temps que prévu. Ça m'a demandé de faire 2 jobs en même temps. Ce qui fait qu'arrivé mai-juin, à peu près, j'arrive au travail à 15h, j'étais comme ça. Je pensais vraiment que je commençais à faire du TDA, tu vois, parce que j'arrivais plus, il n'y avait plus rien qui connectait, j'étais molle, j'avais plus envie de rien, même ça se voyait que je mangeais plus au travail, tu vois, ça avait pris un truc. Et quand j'avais fini ma journée de travail, je ne pouvais plus rien faire, plus rien. Mais c'était abusé, donc je rentrais. Je mangeais à peine et j'étais devant la télé jusqu'à m'endormir et recommencer. C'est tout ce que j'arrivais à faire. Et c'était vraiment un processus fastidieux. Et encore, j'allais que 3 fois au bureau dans la semaine. 2 jours, j'étais à la maison. Et j'étais franchement heureuse. Non, je crois que c'était même le contraire. Enfin bref. Mais j'étais tellement contente de ce télétravail parce que ça me permettait au moins d'être tranquille chez moi un petit peu, tu vois. Et ouais, l'été est arrivé. Et j'ai senti un jour, en fait, un dimanche soir, je commence à avoir une grosse boule, vraiment. Là, c'est là que j'ai commencé à faire mes vraies crises d'angoisse. Et le lendemain matin, j'en étais malade. Tu sais, quand t'as tellement d'anxiété que t'as mal au ventre. Ton ventre se tord. Ouais. Tu peux plus, t'as l'impression que... Voilà. Et du coup, j'appelle mon boss, je lui dis, écoute, je peux pas travailler aujourd'hui. Et le lendemain, je me force, je vais au bureau. Je vois à partir de midi, je peux plus. Mais tu comprends pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Je suis au travail, mais j'ai envie de pleurer. C'est là que tu as senti, c'était limite un peu un burn-out. Oui. Là, c'était devenu quelque chose d'un peu trop fort. Et je me rappelle être partie passer un coup de téléphone à mon médecin en lui disant il faut absolument que je vous voie. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas normale. On avait sorti un truc comme ça. Ah ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'elle m'a dit « Ok, j'ai un horaire d'urgence exprès pour ce genre de cas, venez ». Et elle m'a mis direct en arrêt. Et moi, en plus, la façon dont je lui expliquais, j'ai essayé d'atténuer. Encore, tu vois, dans le déni, je lui dis « C'est pas si grave, mais disons que je suis un peu fatiguée en ce moment. » Tu vois, puis elle a tout de suite dit « Non, vous allez prendre 2 semaines et vous allez revenir et on va voir si vraiment ça suffira. » Mais je pense pas que ça suffira. Ouais. Et du coup, j'ai été arrêtée 1 mois. Tu vois. Donc elle a vu le burn-out, elle a dit non, c'est bon, stop, pause. Ouais. Du coup, et là, j'étais à la maison. Mais ce qui est marrant avec le fait d'être en arrêt, tu te dis, ouais, tranquille, je vais pouvoir dormir, mais non, t'as la culpabilité qui arrive. Bah oui, t'as la culpabilité de ne pas être au taf. Ouais. C'est ça, hein. Genre quand
Quand en plus t'aimes bien ce que tu fais de base, que t'aimes bien tes collègues et tout, dès que t'es malade et tout, tu te sens coupable de pas être là. J'ai aucune raison de pas être bien dans mon travail, enfin, si ce n'est la charge de travail. Mais c'est ça, en plus tu t'en voulais pour ça, parce que t'aimais bien tes collègues, t'aimais bien ton boss, tu sentais coupable de pas te sentir bien au travail. Ouais. C'est ça, de pas me sentir bien dans ma vie même. À un moment donné, c'était devenu comme ça. Donc la première semaine était très compliquée, beaucoup de culpabilité. Après, j'ai essayé de faire 2-3 trucs. Après, tu essaies de compenser, tu vois. Donc, je faisais du ménage à outrance. Je faisais des trucs à outrance, puis après, j'en pouvais plus. J'essayais de me trouver des activités, mais c'était yo-yo constamment. Et ouais, je me suis forcée encore, je suis repartie travailler. Et quand je suis repartie travailler, par contre, c'est là que j'ai commencé une thérapie avec un professionnel. Ok. Et sans vouloir te demander de tout nous raconter, comment ça s'est passé les premières fois genre, chez le psy? Comment tu as eu le déclic? C'est ton copain qui t'a dit d'aller voir un psy genre? Non, oui, un peu des deux. Je pense qu'il y a moi, il y a 2 mois, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop yo-yo, que j'arrivais pas à maîtriser et que je pense qu'il n'y avait plus trop d'issue parce que même après le mois, le retour à ton travail était très compliqué. Après, je suis revenue. Donc, tu as fait 1 mois d'arrêt, tu es retournée au travail, voilà. Et c'est là que tu as commencé tes séances de psy. Exactement. Ce qui fait que c'était mi-juillet à peu près, donc j'ai été arrêtée 1 mois, le mois de juin, si on veut, et je reprends mi-juillet. Et c'est difficile quand même de revenir au travail. Je suis lente, comme une sorte d'apprenti qui recommence à travailler, donc c'est assez complexe. Et du coup, j'ai commencé à me faire suivre. Et c'était difficile, beaucoup de pleurs au départ. Comment se passent les premières séances? La première, elle est très dure à vivre. Je suis un peu froide comme ça. Puis au fur et à mesure, je pense que les premières séances, vraiment, j'ai tout le temps la gorge nouée. Ouais. Beaucoup de peine à parler sans vouloir pleurer. Et c'était pas libérateur à ce moment-là. C'était plus genre... c'est pénible en fait. Alors, genre limite tu te demandais genre mais pourquoi j'y vais quoi? Ouais, même je me rappelle une fois, je lui ai dit j'ai pas envie d'être là aujourd'hui, je vous avoue. Mais t'étais obligée d'y aller? Genre c'était requis par le travail ou... Non, du tout, c'était vraiment moi. Puis à la fin de la séance, elle me dit finalement vous avez beaucoup parlé pour quelqu'un qui avait pas envie d'être là. Bien sûr. C'est un peu le truc chiant, tu vois, mais c'est très vrai. Et petit à petit, ça commence à aller. Il y a un moment donné aussi, on me donne quelque chose pour calmer mes nerfs. Parce que ce qui ressort beaucoup chez moi à ce moment-là, c'est la colère. Je me mets en colère énormément ou en crise de larmes. C'est vraiment des grosses crises de larmes, des cris. On a l'impression... Franchement, au bout d'un moment, je suis en train de devenir folle. Il y a des choses que je me dis qui sont extrêmement brutales. Il y a des choses que je me dis qui sont extrêmement brutales, du style tu sers à quoi? Pourquoi tu es là? Tu devrais te faire interner en vrai. Tu vois, que des choses où, parce que j'arrive pas à comprendre mon comportement, parce que j'arrive pas à maîtriser cette anxiété, parce qu'il y a tout en même temps. Et au fur et à mesure, on me donne pas des trucs forts, c'est que à base de plantes. Et je suis super contente parce qu'à chaque fois, mon médecin m'a dit, mais vous voyez, juste avec des petits calmants à base de plantes, sans que ce soit trop fort, vous arrivez quand même à faire un petit... Voilà, avoir des résultats. Exactement. Que ce soit juste... au début de mes séances, j'étais en jogging dégueulasse. Maintenant, je m'apprête parce que je sors de chez moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et finalement, ça commence à aller bien, même au travail, je relance et tout. Et 2 mois après, je me fais licencier. Ok. Je me fais licencier pour restructuration parce que mon poste était redondant. Et donc, du coup, malheureusement, j'avais fait tout ça, promotion, sueur au travail et burn-out, arrivé en septembre pour me faire licencier. Avec les compliments de tout le monde, tu vois. Donc, c'est une chose, des fois, je me dis, j'aurais dû foutre la merde. Ça aurait été plus simple à digérer, tu vois. Tu te serais dit, c'est ma faute. Voilà, alors que là, tout le monde me disait, on est vraiment désolé, mais ça vient de plus haut, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Carrément, mon boss, il m'avait fait limite il avait écrit des mots exprès pour me dire à quel point il était content de travailler avec moi, etc. Pour que, tu vois. Donc, je sais qu'ils ont tous été sensibles à ce qui se passait.
Et je suis super reconnaissante parce que finalement, j'avais quand même une bonne équipe autour de moi. Mais c'est vrai que le licenciement pour quelqu'un qui se donne comme je me suis donnée, c'était difficile. Ça a été un coup dur, vraiment. Et là, heureusement que je me faisais suivre et heureusement que j'avais mon copain qui me tire. Donc c'est là que tu es vraiment en dépression. Ouais. Et donc là, après le licenciement, tu veux plus te lever de ton lit. Comment ça se passe un peu tes journées? Il y a très facile. Je me réveille entre 9h et 10h pour aller sur mon canapé. Et je reste sur mon canapé toute la journée. Je ne fais rien. Je parle à peine. Je regarde des vidéos. J'essaie de me changer les idées en regardant énormément de vidéos. Donc j'ai tout fait YouTube, j'ai fini le game. Vraiment, j'ai fini YouTube à ce moment-là. Laisse tomber. Les séries Netflix. Ah, je me suis fait Game of Thrones aussi. Bon, ça c'est après. Mais disons que ouais, j'ai essayé de faire comme ça et je pense que c'était trop dur pour mon copain de me voir. Tu sais, c'est comme quand tu vois quelqu'un s'assombrir vraiment. Je sais plus dans quelle série j'avais vu. Il y a une sorte d'image, je te la montrerai. La miss, elle rentre dans son canapé. Tu vois, et c'est vraiment ça qui m'est arrivé, tu vois. C'est vraiment le fait de s'engouffrer dans son truc. Et heureusement, j'ai mon copain qui m'a tendu la main et qui m'a dit non. Ouais, donc c'est là que lui, il intervient et il te fait des programmes de journée, genre pour t'aider. Ça a marché? Ça a marché. Au début, j'ai été très réticente parce que j'avais l'impression qu'il m'infantilisait, tu vois. Donc de nouveau, il y a aussi un peu une part d'ego. Quand c'est ton gars qui t'aide, il y a aussi ce truc-là tranquille, hein, avant toi, tu vois. Et tu commences à faire des trucs comme ça alors que c'est débile et que tu te rends compte que si tu le suis, si tu suis ce proche. Si en fait tu laisses tomber ta fierté et que juste tu l'écoutes, ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Et il est là pour ça, en fait, il est là pour t'aider. Et il m'a fallu du temps. Et au point où moi je pointais du doigt quand lui ne suivait pas son programme, tu vois. Et ça m'a aidé. L'autre chose qui m'a aidé, c'est de reprendre un peu le sport. À petite dose, même si c'était. Et franchement, ouais, tout le monde disait ça. Je disais, sport. Ouais, moi, ça a changé ma life. Hein. Genre, faire du sport, clairement, c'est comme si tu allais voir un psy. Limite, les résultats, ils sont meilleurs parce que, genre, ça change ton mindset complètement. Et même quand c'est dur. Tous tes problèmes, c'est comme s'ils disparaissaient au sport et tu les laisses à la salle. Et quand tu sors de la salle, ils sont plus là. Enfin, quand tu sors de la salle, tu as des solutions. Oui. Tu as réfléchi. En tout cas, tu as de l'énergie. Tu as de l'énergie pour attaquer, tu vois, tes problèmes. Exact. C'est dingue. Mais c'est vrai que même si c'était dur les premières fois, j'y allais AirPod dans le bus, j'essayais de voir personne parce qu'en fait, j'étais même tombée dans un isolement tel, c'était plus mes potes, c'était même l'extérieur. Même aller faire des courses, ça me faisait chier. Ça, on en parle après. Ouais. Mais du coup, j'allais au fitness au départ, c'était super compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à... Tu vois, c'était plus si difficile de se voir dans le miroir, c'était plus si difficile de s'entraîner autour de gens, parce que le regard des autres, qui n'est pas là, hein, c'est toi qui te l'inventes au final, faut se dire la vérité. Mais voilà, après c'est la discipline. Là, c'est le dernier step, je pense, c'est vraiment se discipliner. Et donc, je voulais qu'on parle de comment tu avais peur de sortir de chez toi. Donc, dans la dépression, il y avait aussi ça. Ouais. Il y avait le fait de ne pas pouvoir se lever, mais aussi de ne pas pouvoir sortir, quoi. Ouais, comme je disais tout à l'heure, tu vois, je suis tombée vraiment dans le gouffre pendant l'été. Et il y a eu l'Euro. Et pendant l'Euro, du coup, tu as des fan zones, tu as plein de trucs qui se passent. Et en plus, ouais, bah oui, gros fan de football qu'il est. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y avait ça. Et puis, enfin, je veux dire, moi qui habite en Suisse, à Lausanne, au bord du lac, l'été, c'est la meilleure saison pour vivre à Lausanne, tu vois. Genre, t'as le bord du lac, tu vois des gens, tu bois des verres, c'est festif, même quand c'est pas grand-chose. Et je ne pouvais plus faire toutes ces choses-là. J'étais comme ça, tétanisée constamment, genre, c'était vraiment... je regarde tout le monde comme ça. Je me détends jamais. Même quand je dois me détendre, je me détends jamais. Et du coup, ouais, là, la dépression, elle a pris un autre tournant, je pouvais plus sortir. T'as fait une crise d'anxiété ? J'ai fait une crise d'anxiété. Un soir, on est allé à un concert, je me rappelle, et avant la préparation, j'étais dans le silence la plus totale. J'arrivais déjà pas, j'étais déjà dans le mal quand je me préparais. Après, mais j'ai quand même essayé de faire un effort. Je me suis dit au moins ça va me mettre dans le truc. Et je commence à avoir mal au bide. Donc c'est pas mignon ce que je vais raconter, mais très souvent, t'as l'impression que tu vas avoir une diarrhée, et tu sais pas quand ça va t'attraper. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment le délire que ça me faisait. J'étais là genre oh my god, mais il faut que je tienne. Oh my god. Et tout le long t'es là, tu regardes les autres, tu te sens pas bien, t'es comme ça, tu trembles.
Et heureusement, ouais, mon copain, il voit tout ça. Il me fait, OK, on a fait 30 minutes, on est rentré. Mais je l'ai fait. Genre, t'es sortie, t'étais pas bien du tout, ton copain, il t'a dit, on rentre. Le concert est terminé, vas-y, on se dépêche, on dit, va prendre le métro, on rentre. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est que des trucs comme ça, quoi. J'arrivais plus. Ou des grosses prises de tête qui font que je vais abandonner tous mes plans de la soirée. Une fois, il y avait un anniversaire et tout, je m'en ai prise la tête avec mon copain et tout. Bêtise, encore bêtise. J'ai dit non, c'est bon, je m'en fous, je viens pas, je m'en fous, règle-toi le truc, tout seul de son côté. Voilà, donc je m'empêchais vraiment de vivre, tu vois. Je m'empêchais de vivre, de relâcher, de respirer le grand air, disons aussi, tu vois, de juste admirer. C'était des moments trop cool, quoi. Il y avait l'euro, nouvelle relation, enfin c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Quand on n'arrive pas, on n'arrive pas. Ouais. Mais heureusement, lui, il a eu ses moments de pause et il essayait de sortir et tout. Et même quand je le voyais sortir, ça me fait chier de ne pas pouvoir. Mais je sais que j'y arriverai pas. Et arrivé en septembre, il faisait encore doux, tu vois. Donc on s'est mis un jeudi date. On s'était dit que par semaine, on s'octroie un date ou un resto à la base. Mais après, on s'est rendu compte qu'un resto en Suisse toutes les semaines, ça fait un peu cher. Du coup, c'est devenu un date et du coup, on a commencé à faire 2-3 petits trucs. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à prendre l'habitude de sortir un peu, d'accepter aussi les invitations de mes collègues. Même si c'était pas facile, même si j'avais le ventre qui... En fait, c'était ça, c'était me forcer, je me forçais. Je te forçais au début, mais c'est là que ça a commencé à aller mieux. Ouais. Après, j'avais plus de courage aussi pour dire les choses, et pas seulement dans ma zone de confort, donc c'est-à-dire avec mon copain. J'ai commencé à en parler avec ma famille, parce que tout ce temps-là, ils comprennent pas, ils me voient juste perdre du poids. Ok. Donc, c'était quoi en fait le début de la fin de cette dépression? Je pense que le début de la fin, c'est quand je t'ai écrit. Ouais. Je pense que c'est quand je me suis... Quand t'as voulu remettre ta vie en place un peu. T'as réécrit aux personnes qui comptaient et tout. Et quand j'ai commencé à accepter et à dire « ouais, je vais pas bien. Ouais, j'ai été arrêtée. » Parce que quand j'ai été arrêtée, j'en parlais à personne, tu vois. Personne ne savait que j'étais à la maison. Ah ouais. Ouais. Personne savait, genre tu mentais que t'allais au travail. Non, je disais rien. Ouais. C'était mensonge par omission, tu vois. J'en parlais pas. Et après, il y a des trucs où, genre, tu vois, il y a le frère à mon copain qui appelle à la maison. Et puis, Magal est là. C'est mardi, normalement, elle est au bureau, non? Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Donc, petit à petit, que j'accepte, j'en parle. Et après, je vois que les gens, tu vois, ils veulent pas me brusquer. Et ça fait que j'accepte le retour plus facilement aussi, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure. Les gens, ils voient que ça a été difficile pour moi et du coup, le retour, il est beaucoup plus doux que ce que je m'étais imaginé. Ce qui fait que, ok, ça va. Ça fait que je peux y aller, tu vois. Ouais, donc petit à petit, tu t'ouvres un peu aux autres. Tu reparles à ta famille, tu leur parles de ça? Ouais, je leur parle de ça. Ma mère a pris ça très au sérieux. J'avais surtout peur de la réaction de ma maman parce que je sais qu'elle a ce côté très protecteur. Et ce côté aussi où te laisse pas aller, te laisse pas avoir par la vie, etc., etc. Et elle a eu un peu ce truc-là, tu vois. Et j'ai été aussi un peu l'ego a fait tranquille en fait, tu vois. Et au fur et à mesure, je me suis juste dit, il faut que j'accepte de me faire aider en fait. Il faut juste que j'accepte que voilà, je traverse quelque chose de difficile et c'est comme ça. Il faut l'accepter, tu vois. Et les gens viennent, ils t'aident. Et j'ai reçu beaucoup de messages de ma famille, j'ai senti que beaucoup ont essayé de me faire du bien. Et ce qui est marrant, c'est que même si à la maison c'était dur parfois, dès que je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, mais pour qui j'ai tellement d'amour pour eux, tu vois, je change totalement de... T'as Magali joyeuse, tu vois, comme maintenant, tu vois, t'as la Mag qui est là, qui kiffe et tout ça, tu vois. Et ce qui fait que par moments, je me dis, ok, en fait, je force pas, ça veut dire que je peux l'être. Et là, je me suis donné l'opportunité de l'être. Il faut que j'arrête de réfléchir, en fait. Ouais. Ça se passe bien, en fait. Ça va très bien. Ouais. Donc, et je passe un bon moment, en fait. Je ne suis pas en train de souffrir maintenant, là. Je suis en train de passer un bon moment avec les gens que j'apprécie. Donc, ça a été ça. Et après, le gros, je pense, le gros moment où vraiment ça a tout... Là, je me suis dit, non, là, faut que j'y aille. Je pense que c'est quand mon copain m'a offert ce voyage en Côte d'Ivoire, tu vois. Où vraiment, je me suis dit, non, mais
Là, il me voit progresser, il me voit aller mieux. Et il veut genre que ça aille encore, tu vois, encore mieux, genre. Et du coup, il me permet de faire un voyage que j'avais envie de faire depuis une dizaine d'années, tu vois. Dans une situation que je n'avais pas imaginé forcément comme ça, mais finalement, je kiffe mon moment. Et plus les jours avancent, plus je me dis, mince! J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Et tout va bien, en fait. Bah oui. Tout va super bien. Après, c'est aussi l'effet d'arriver en Afrique et de voir que les gens ici, ils ont des vrais problèmes. Genre, moi, j'ai pas des vrais problèmes, tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, il faut jamais se dire ça, tu vois. Parce que eux, ils peuvent être très heureux de leur vie, tu vois. Tu penses que, genre, parce qu'ils sont pauvres et tout, ça va pas. Eux, ils sont très heureux de leur vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment ta tête, hein. C'est toi et ta tête. C'est moi, et c'est moi, c'est ça que je veux dire, c'est que finalement, je me suis créé des problèmes, où je me suis créé une zone. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est vraiment de l'imaginaire, c'est de l'anxiété qui te crée des sortes de sensations de peur que t'as pas forcément. Et quand tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup moins ailleurs, et t'as beaucoup au final, parce que c'était ça aussi, célébrer ce que j'ai, célébrer l'amour que j'ai de mes proches, célébrer ce que je suis. Parce qu'au final, je me dis, j'ai 30 ans, il y a des gens, ils sont à 50 ans, ils n'ont toujours pas fait ce travail-là, tu vois. C'est bête, ça, mais quand même. Et au final, je me suis juste rendu compte aussi que le travail, j'avais mis autant de travail là-dedans parce que j'essayais de me prouver, de prouver. Et il faut arrêter d'essayer de prouver, il faut plutôt faire ce que j'aime. Faire ce que tu aimes, c'est ça. C'est pour ça qu'après, quand je pense que... faut essayer de kiffer chaque moment, en fait. Ton but dans la vie, c'est à chaque fois de faire quelque chose où tu seras totalement dans le moment présent, où tu pourras totalement être en kiff. C'est ça. Et quand j'ai réalisé que ce qui me faisait kiffer, c'était quand j'arrivais à donner du résultat, je me suis dit, c'est maladif, ça, c'est pas bien, tu vois. Et du coup, dans tout mon travail, je suis retournée dans ce qui me plaisait quand j'étais jeune, dans ce qui me fait du bien. Et ce qui me fait du bien et ce qui me faisait du bien, c'était d'enseigner ou de donner des tips aux gens. Enfin, j'ai beaucoup aidé mes frères à l'école. C'est là que vient ton idée de réorientation. De réorientation, voilà. Et du coup, j'ai postulé sur admission pour commencer du coup reprendre l'école l'année prochaine, donc pour devenir enseignante de primaire. Et ça me fait grave plaisir. Ça me fait grave plaisir parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, toi et les gosses. Non, je les aime trop, ils sont trop cool et j'aime trop. En fait, je pense donner et de voir le résultat sur eux, tu te dis, mais en fait, chaque année, tu sais que ce que tu fais, tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Tu peux changer la vie de quelqu'un et tu fais quelque chose qui sert. Alors que là, je calculais des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des gens qui sont très heureux à calculer des chiffres. Hein. C'est vrai, voilà. C'est vrai. J'étais très heureuse un temps. Ça me faisait du bien, ça me faisait plaisir. Et là, tu avais besoin de changement. Mais là, j'avais besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas peur de devoir changer complètement de tout, de devoir reprendre ses études et tout à 30 ans? Non, pas dans ça. En fait, même quand j'ai eu ma promotion, ça me faisait plus peur que finalement l'enseignement. Parce que je me dis, je vais aller en cours, même aller en cours, ça va être cool. Tu vois, c'est pas. En fait, c'est excitant. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais commencé une formation aussi en comptabilité pour monter un peu. Et franchement, c'était pénible même d'aller juste en cours, tu vois. Alors que là, je suis excitée à l'idée de me dire que je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses que j'ai jamais vues dans ma carrière jusqu'à maintenant. Et je peux l'appliquer directement, tu vois. Donc voilà, non, pour l'instant, c'est ça qui est marrant, c'est que ça me fait aucune crainte. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris la bonne décision, tu vois. Ouais. Voilà quoi. Voilà, ben merci Magali. Il y a une question que je pose à tout le monde à la fin, c'est est-ce que tu as une habitude de pleine conscience que tu veux partager avec nous? Oui, je prie dès que je vais pas bien. Donc dès que je me sens prise par le stress, je prie. Alors ça peut être une minute de méditation pour les gens qui ont besoin de ça, ça peut être ce que vous voulez, moi c'est Dieu. Et en ce moment, enfin même quand je venais, j'étais tout seule dans l'avion, j'ai eu des petits moments où je flippais là, tu vois, j'ai des démarrages et tout. Mon Seigneur, s'il vous plaît, et moi, toute seule dans mon coin, mais je te jure que ça te permet de souffler. Et je pense, le sport le matin. Se lever tôt, ça fait du bien aussi. Moi, ça, c'est un peu mon habitude. Ouais. Se lever tôt, profiter de sa journée et prier dès qu'on se sent pas bien. Alors, si tu aurais quelque chose à dire
aux gens qui souffrent d'anxiété, qui vont pas bien, qui sont en dépression, ce serait quoi? Arrêtez de repousser les autres et essayez de rentrer en vous. Je ne sais pas comment expliquer, mais prendre du recul et essayer vraiment de chercher pourquoi vous avez telle réaction. Ça peut être un truc vraiment tout bête, mais je pense que quand on commence à avoir cette habitude-là, on met de côté en fait tous les bruits environnants et on se concentre uniquement sur ce qui est important, quoi, et ce qu'on a besoin. Voilà. Ok, merci beaucoup Magali. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me chercher Magic Mag. Je vais bientôt commencer une chaîne Twitch. Je suis également sur TikTok, bientôt il y a beaucoup de contenu. Je sais que je vous manque, donc suivez-moi et vous verrez beaucoup de nouveaux contenus en 2025, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Ok, bye bye. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast et j'espère que vous allez aimer celui-là. Bye bye.